Alors, Camille Freud-Mauvométrie, vous avez entendu, à chaque fois, c'est lent, ça avance lentement, il va falloir être patient. Vous dites qu'au contraire, ça avance à toute vitesse. Écoutez, pendant des siècles, pendant des millénaires même, les femmes sont restées cantonnées dans la sphère domestique et elles ont été exclues de toute participation au destin collectif des sociétés. Et puis, en quelques décennies, même pas 5, elles ont quitté leur foyer, elles ont investi massivement la sphère sociale. Aujourd'hui, plus aucun des domaines de la vie professionnelle ne leur échappe. Un exemple, qui était l'un des derniers métiers encore fermés aux femmes, celui de sous-marinier dans la Marine nationale, eh bien, lors de la prochaine livraison des nouveaux sous-marins, des quartiers pour les femmes sont désormais prévus. On voit que les uns après les autres, les obstacles tombent. Alors, je n'ignore pas la multitude de ces chiffres et de ces statistiques qui, évidemment, empêchent de conclure à une rigoureuse égalisation des conditions féminines et masculines. Mais ce qui importe, c'est de repérer, en fait, la dimension irrésistible de ce mouvement d'égalisation des conditions féminines et masculines. Alors, Nathalie Loiseau, vous nous avez rejoint. Vous êtes la directrice de l'ENA, école mixte depuis sa création en 1945, mais où la parité n'a été presque atteinte que l'année dernière. Vous êtes l'auteur de Choisissez tout, un livre largement autobiographique qui exhorte plus exactement les femmes à tout oser et à ne renoncer à rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec Camille Freud-Mauvométrie? Est-ce que au fond, c'est très rapide? Alors, c'est rapide, oui et non. C'est vrai qu'il y a des femmes dans les sous-marins dans quelques semaines, mais j'en parlais avec un amiral ce matin qui m'expliquait pourquoi. Moi, je doutais un peu. Je me dis, les femmes dans les sous-marins, est-ce que c'est vraiment l'endroit le plus important? Non, c'est parce qu'on a besoin de médecins dans un sous-marin et il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes médecins, notamment militaires. Donc c'est parce qu'il y avait un vrai besoin, qu'on pouvait vraiment plus faire autrement, qu'on a décidé de laisser entrer les femmes. Et vous avez dit que l'ENA était mixte depuis sa création, mais que seulement depuis l'année dernière, on avait presque la parité des élèves filles et garçons. Polytechnique, puisque vous le mentionniez tout à l'heure, 15% de femmes quand même. Alors ça va mieux, mais on est loin d'être tout à fait au résultat qu'on pourrait espérer. On a surtout un grand gâchis. Marie-Hélène Boursier? En fait, moi, je ne vois pas très bien quelle méthodologie vous utilisez et comment vous pouvez avoir une notion d'historicité aussi élastique, de l'Antiquité à nos jours. En plus, alors là, effectivement, ça va plutôt lentement. Si vous regardez la coupure avec l'époque moderne, clairement, quand on va utiliser la division publique-privée pour confiner les femmes justement à l'espace domestique, c'est clair qu'elles n'ont pas vraiment accès au travail. Vous avez l'ouvrage de Silvia Frederici qui est fantastique et qui explique très très bien comment, avec l'arrivée du capitalisme et l'installation du salariat, l'accumulation primitive, bon, des femmes qui étaient justement aussi dans les campagnes, qui travaillaient, etc., vont se voir aussi exclues, etc. Je ne comprends pas comment on peut avoir une vision aussi progressiste et linéaire où c'est les Lumières qui existaient déjà avant même qu'elles existent. Alors, quels sont vos critères? Réponse de Camille Freud-Mauvométrie, je vous donne la parole. De quelles femmes vous parlez? Des femmes blanches, des femmes Alors ça, racisées? c'est une autre question. Ah bah oui, c'est important. Je vais répondre à la première, si vous permettez. En fait, mon point de vue est précisément celui de l'historienne et de la philosophe, c'est-à-dire que j'essaye d'appréhender la question, disons, dans une perspective panoramique. Ce que vous dites à propos de cette division privé-féminin, public-masculin, qui va bien au-delà de la rupture moderne, j'y consacre de nombreuses pages dans mon livre pour montrer précisément que la grande rupture du point de vue féministe est bien postérieure, puisque c'est celle de la deuxième vague féministe dans les années 70, avec à la fois la réflexion et la lutte des féministes de l'époque pour extirper les femmes de leur foyer. Ah oui, et ce mouvement-là, il a produit d'ailleurs quelque chose de sidérant, parce que bien plus que ce mouvement d'égalisation qui est en cours, je ne suis pas naïve, je vois bien que les choses sont loin d'être parfaites, mais c'est notre monde même qui a été réorganisé par cet effort féministe pour en terminer avec cette hiérarchie sexuée du monde. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est tout à fait inédit, et il est inédit du fait même de sa féminisation. Et même les chiffres qu'on vient de nous donner, on a l'impression que ça va le dernier chiffre qui est donné, je ne sais pas d'où ils tirent leur projection, mais les femmes et les hommes arriveraient à l'égalité économique au niveau mondial en 2095, dans 80 ans. Si c'est l'égalité économique mondiale, ça va aller très très vite, parce qu'on en est très très loin. Non mais moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Marie-Hélène Boursier, mais excuse-moi du prénom, c'est votre schéma d'historicité pose d'énormes problèmes. Vous parlez de révolution. La question est précisément ce qui s'est passé avec l'ère démocratique. On ne peut pas faire une histoire linéaire. On ne peut pas dire que le privé et le public, c'est aussi linéaire. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On a par exemple construit
le privé et le public par rapport non seulement à la question capitaliste, mais aussi à la question contractuelle du contrat social versus contrat sexuel. À ce moment-là, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire rentrer l'égalité dans le privé. Ça pose un problème à nos démocrates, à nos penseurs de la démocratie. Donc, toutes ces ruptures historiques, j'y viens, ça permettra aussi que je commente ce que vous venez de dire, font que d'abord les droits des femmes peuvent être réversibles, ensuite il n'y a pas de progrès indéfini, ensuite la question des vagues, c'est assez scandaleux de ma part de me retrouver seule à devoir dire que la première vague du féminisme, c'est pas au moment de la Troisième République. C'est pas quand on commence à parler suffragisme et modification du Code civil. C'est au moment des saint-simoniennes, des utopistes, des femmes de la Révolution de 1848. Comment ça se fait que cette vague féministe, s'il faut vraiment parler de vague, c'est pour une historienne, pour des historiens, le mot vague est un problème. L'image de la vague est un problème. Et en plus, si on supprime toute la première partie du 19e siècle, qui est collectivement féministe, car le féminisme ne devient collectif qu'à partir de la Révolution française, après la Révolution française. Donc on ne peut pas faire une histoire d'un progrès indéfini. C'est pas de l'histoire, ça. Ça ne correspond pas à des schémas explicatifs qui nous permettent ensuite de nous situer, excusez-moi, de nous situer par rapport à ceux qui avancent, ceux qui reculent, ceux qui stagnent, ceux qui se contredisent. Oui, mais moi je voudrais appuyer quand même la position de Camille Froide-Vaumétry. Camille Froide-Vaumétry parle d'une dynamique irrésistible et qui effectivement date quand même des années 70 et a connu une accélération sans précédent dont nous sommes, nous qui sommes nés dans les années 70, l'exemple même. Donc il ne s'agit pas, il s'agit justement de considérer que quelque chose s'est produit aux alentours des années 70. Mais aussi je au ne niveau pense des pas années vous 20. trahir. Enfin, moi, Mais oui, mais aussi dans les années 20, il y a une accélération. accélération. Non, mais Il y a des accélérations. L'agenda n'est pas En tout toujours cas, celui les ça. changements chez les hommes, Stéphane Clerget. les changements chez les hommes, je ne sais pas s'ils sont conséquents à l'avancée des droits de la femme, sont assez récents. Ça fait quand Et même. ils sont rapides ou ils sont pas rapides? Les changements, ils apparaissent quand même assez rapides, ils apparaissent extrêmement récents. Les nouvelles identités masculines aujourd'hui, la nouvelle implication des hommes dans les activités domestiques, auprès des enfants, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et non, juste, je vous donne tout de suite la parole. Il y a un autre chiffre qui m'a frappé, où on dit c'est lent, c'est lent. C'est le nombre de femmes dans les conseils d'administration. En 2008, on nous dit qu'il n'y avait que 18% de femmes dans les conseils d'administration et qu'en 6 ans, il n'y en a toujours que 33%. Mais c'est énorme comme changement. C'est allé extrêmement vite. Vous n'avez pas cette impression? Puisque je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, Nathalie Loiseau. Il a fallu une loi pour en arriver là, parce que pendant des décennies, on nous disait ça va venir tout seul. Et on s'est satisfait de l'idée que, naturellement, parce que les filles faisaient des études, eh bien, il n'y avait aucun souci à se faire. Il y avait effectivement un mouvement irréversible, irrépressible sur la place des femmes. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça fait des décennies qu'il y a autant de filles que de garçons qui sortent diplômés de leurs études supérieures. Et ce que je vois, c'est qu'il y a à peu près 12%. Il y a plus de filles qui sortent diplômées aujourd'hui. Ça dépend des secteurs. Et ça dépend du niveau d'études, mais ça dépend Quand complètement on des regarde les secteurs. mentions au bac, les filles ont plus de mentions dans toutes les catégories. Elles ont plus de mentions, mais tout le monde a le bac. Et quand on regarde sur les masters, c'est à peu près équilibré. Et ça fait une vingtaine d'années que c'est le cas. Vous l'avez dit Et vous-même, en médecine, elles sont majoritaires, en pharmacie. Attendez, on parlera de Alors, l'école vous avez un des peu métiers après. sexués, effectivement, il y a très peu de mixité des métiers, et ça ne progresse pas. Tout ce qui est le care, on y voit bien les femmes, et parfois les femmes s'y voient bien, parce qu'elles sont conditionnées pour ça. Mais si vous elles ont regardez... raison, puisque ce sont des métiers d'avenir. Alors, ce sont surtout ça dépend sous quelle ce sont en forme. général des métiers c'est moins bien conjoncturel, payés on que va les dire. autres. Ça dépend sous quelle forme. Mais surtout, si vous regardez les cadres dirigeants, et même dans des métiers très féminisés, il y a beaucoup de femmes enseignantes, il y a très peu de femmes à la tête de grandes écoles ou d'universités. Il y a beaucoup de femmes magistrats, il y a très peu de femmes à la tête Oui, c'est des tribunaux, des chambres d'appel, etc. Il y a un plafond de verre qui est monumental. Aujourd'hui, quand on parle
femmes dirigeantes. C'est 12% des cadres dirigeants dans le secteur public comme dans le secteur privé qui sont des femmes. Alors je veux bien que ça aille très vite, mais je n'ai pas non plus l'impression d'une vague ou d'un raz-de-marée. Non, puis c'est pas une force irrépressible, intransitive, etc. C'est des enjeux politiques, il y a des backlash, il y a des politiques, mais les il y a femmes, des... justement, ont conquis cette souveraineté, et désormais, elles se font quand même les héros de cette accession. Éric Masset. Je crois que si on doit parler de révolution, c'est certainement pas une révolution féminine. La révolution, elle a commencé, Geneviève a raison, depuis très longtemps, 300 ans à peu près. C'est la révolution de l'égalité entre les sexes, qui a été enclenchée. Alors non, c'est pas le fruit de la modernité, contrairement à ce qu'on dit souvent. C'est les contradictions de la modernité qui ont rendu possible le féminisme. Et donc, cette mécanique historique qui s'est enclenchée il y a plus de 300 ans, on en voit aujourd'hui, on commence à en voir les effets égalisateurs d'égalisation des conditions. Et donc ça, je pourrais dire que d'une certaine manière, le féminisme égalitariste a pleinement gagné en droit, puisqu'aujourd'hui on vit dans un monde, et vous avez raison, qui n'est plus du tout défini par des rapports de subordination entre les hommes et les femmes, mais c'est même le contraire, parce que la loi, les dispositifs antidiscrimination vont tout à fait dans ce sens-là. Donc on peut dire que la révolution de l'égalité entre les sexes, grosso modo, elle a été gagnée. Et pourtant, et c'est ça l'intérêt de la situation, qui est complètement paradoxale, nous ne cessons de fabriquer des inégalités, non seulement entre les hommes et les femmes, mais des inégalités de genre plus largement. Donc là, il y a vraiment une énigme sociologique, et il me semble que la raison pour laquelle c'est ainsi, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'égalité entre les sexes. Il y a quelque chose qu'on oublie, qui est que... des inégalités. Mais non, mais c'est on parce que... ne va pas multiplier les chiffres. Chaque année, le ministère des droits des femmes publie les chiffres... Laissez-le terminer, qu'on comprenne. Publie les chiffres de l'égalité qui sont arrêtés les chiffres de l'inégalité. Ils sont sortis hier. Chaque année. Donc il suffit de lire les chiffres, ce que font les sociologues, ce que font les gens qui travaillent un petit peu sur la question. Les chiffres, ah oui, non, les chiffres ne veulent rien dire. Les chiffres, les Vous statistiques. n'avez rien. Alors, pourquoi l'expérience, invoquons l'expérience. Votre expérience individuelle ne pèse pas lourd par rapport à ce que nous savons de la reproduction sociale des choses. On sait combien les chiffres sont influencés par les questions. Bien sûr, il y a un complot, d'accord. Donc, laissez-le terminer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'égalité entre les sexes, sinon, effectivement, on serait sur une analyse complètement linéaire de l'histoire. C'est qu'il s'agit de genre. Le genre, c'est un rapport social, c'est un rapport de pouvoir, que le masculin-féminin, ce n'est pas simplement une question de différence de sexe, c'est une construction socio-historique qui a régné pendant des millénaires et qu'on peut désigner comme étant le patriarcat. Et de ce point de vue-là, compte tenu de cette révolution de l'égalité des sexes, nous sommes sortis du patriarcat. Mais le problème, parce qu'en droit, etc., c'est une vraie révolution anthropologique, mais nous ne cessons de fabriquer des inégalités parce que nous sommes aussi les héritiers de ce patriarcat, sur les manières d'organiser le travail, sur les manières de définir le travail familial, sur les manières même de devenir des hommes ou des femmes, c'est-à-dire au fond un féminin, un masculin nécessairement hiérarchisé. Nous en sommes encore là et c'est cette contradiction que nous vivons. Alors, Geneviève Fraisse, vient de me donner la parole, merci. Je pense que pour qu'on évite d'avoir la 100e conversation sur est-ce un progrès indéfini, n'est-ce pas un progrès indéfini, avons-nous avancé, sommes-nous en train d'accélérer. J'ai l'impression d'avoir fait cette discussion déjà 300 fois. Vous peut-être. Oui, mais alors permettez-moi de dire, il y a de ce que j'appelle de la répétition. Et je propose par exemple quelque chose qui ne serait pas de la répétition, voire de la ritournelle, c'est si on continue sur ce que vient de dire Éric Masset. On a effectivement en 200 ans obtenu une transformation du droit civil, politique, et y compris des lois de la famille très récentes, qui produisent de l'égalité. Et si je me suis, dans mon livre, occupée de l'affaire de la lutte contre les stéréotypes, pour la critiquer à partir de mon propre camp, c'est parce qu'on est en train de se rendre compte qu'avec toutes ces lois, on n'arrive pas à faire du réel. On n'arrive pas à passer au réel. Donc moi, je trouve plus intéressant, par exemple, de discuter. Tiens, on va se battre contre les images dites stéréotypées, bleues, roses, etc. On en parlera tout à l'heure. Oui, mais pourquoi ? Parce que, moi, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la construction historique, parce que peut-être un cycle historique vient effectivement d'avoir eu lieu, à savoir celui de la transformation des lois, depuis le Code civil jusqu'aux directives européennes, en passant par le droit de la famille. Vous voulez dire que d'un point de vue juridique, on va dire, ça y est, l'égalité existe. Non, après on va faire dans le détail et ça sera un peu plus compliqué. Mais après, moi c'est plutôt pourquoi l'image devient importante par rapport au droit. Ça m'intéresse par exemple comme discussion en termes de rupture.
Alors Mais c'est- Camille ça- Froide-Vaumétry et Mais Marlène Boursier. alors, en quoi le repérage des inégalités et des discriminations qui persistent nous empêche de réfléchir à ce que c'est que d'être une femme ou un homme aujourd'hui, dans le moment où nous sommes, c'est-à-dire un moment tout à fait inédit dans notre histoire, qui est celui qui voit se mettre en place un phénomène que je qualifie de convergence des genres, où l'on observe parallèlement à la féminisation de la sphère sociale, des mouvements qui nous indiquent qu'on peut parler d'une masculinisation de la sphère intime. C'est-à-dire que nous nous dirigeons, certes doucement et par à-coups et soubresauts, vers un modèle unique d'individu, un modèle générique, qui fait de nous tous et toutes des êtres à la fois pleinement engagés dans la sphère sociale et aussi dans la sphère civique de la vie citoyenne, et tout aussi requis dans la sphère intime de la vie familiale. Nous avons une condition tout à fait inédite, une condition duale, qui regarde d'ailleurs autant les femmes que les hommes, mais il se trouve que de ce point de vue-là, les femmes sont en quelque sorte des pionnières, puisque ce sont elles qui ont cumulé à leur ancien statut domestique ce nouveau statut social et qui se proposent face aux hommes aujourd'hui comme des modèles, les modèles de cette nouvelle humanité générique. Hélène Boursier. Non, c'était qu'on est dans un discours juridique. Et d'ailleurs, il n'y a pas que pour le féminisme et pour l'obtention de l'égalité homme-femme que la question se pose. C'est quoi l'instrument qu'on va prendre pour produire ou réduire, pour réduire les inégalités? Eh bien, on prend toujours le droit. Eh bien, on sait que ça ne marche pas. Aussi. Mais c'est bien de Pourquoi l'avoir fait. Par Mais exemple, c'est bien de l'avoir fait. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais on remarque que, par exemple, vous prenez les politiques antidiscrimination, antiracistes aux États-Unis, qui par ailleurs sont très différents des nôtres, on remarque que finalement, ça ne marche pas bien, parce qu'il y a un problème d'accès au droit, qu'il y a accès au droit, il y a les preuves. Vous voulez dire qu'en dépit du fait Je que veux les dire par Noirs là- et les Blancs ont les mêmes droits aux États-Unis aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 50 Et le ans, racisme en dépit persiste. de cela, il y a toujours du Voilà. racisme. Donc Oui. le droit ou le discours juridique ou l'instrument juridique, en plus, qui est censément le prolongement naturel et formidable de la démocratie de l'époque moderne, je suis désolée, eh ben, ça marche pas bien. Donc, effectivement, et c'est peut-être ce que Geneviève, mais je ne veux pas anticiper sur ce que tu allais dire, dit, il y a aussi l'affirmation culturelle, la production culturelle, et il y a beaucoup d'autres outils, pas simplement les statistiques, là, hommes-femmes dans la sphère professionnelle. Un dernier mot là-dessus, et Je on avance. voudrais quand même qu'on établisse en quoi il y a encore des inégalités. Je ne sais pas où vous vivez. Entre hein. les hommes et les Je me femmes. demande où vous Nous vivez. vivons Mais quand où est-ce même que vous vivez essentiellement des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. Mais vous plaisantez. Super. Mais vous plaisantez. Mais vous La précarité des femmes. Et les femmes qui Et les femmes non blanches en France, et le statut des femmes rêve. migrantes, et qui a accès à quoi? Attention que le sujet dont vous parlez ne soit pas uniquement un sujet blanc, classe moyenne. Non, mais on peut dire blanc, mais on mais peut aussi dire. arrêtons avec C'est ça, comme d'un mais- plaidoyer pro-domo. C'est-à-dire, vous parlez Non, mais d'une quelle catégorie, défi- effectivement, qui additionne. Non, mais je voudrais savoir ce qu'on entend à ce moment-là par égalité, ce que l'on poursuit. Parce que vous adorez et à l'égalité partir de avec quel par moment exemple, on décidera votre que trésor national. ça y est, l'égalité est atteinte. Si actuellement les rapports entre les hommes et les femmes ne sont pas Quels hommes, quelles égalitaires, femmes je me demande jusqu'où il faut pousser le processus. Jusqu'où faut-il pousser le processus? Une femme qui arrête de travailler parce qu'elle n'a pas un très bon emploi et qu'elle vient d'avoir des enfants, ça ne sera pas la femme dont vous parlez. Elle ne va pas additionner et articuler la vie privée, la vie publique. Elle va prendre les soutiens de l'État pour pouvoir élever ses enfants. Et quand elle voudra revenir sur le marché du travail, elle ne sera même pas à la... Je terminerai ma phrase. Elle ne sera même pas à la position où elle était antérieurement quand elle a arrêté. Donc c'est ce que j'appelle un plaidoyer pro domo. Et pourquoi Il y a vous une catégorie imaginez de pas que femmes... l'homme s'occupe des enfants? Non, mais là, je ne suis pas dans l'imagination. Oui. Contrairement à ce que vous dites, moi, je pense qu'il faut analyser aussi le réel et pas seulement analyser les Mais on parle représentations. du réel, on a tous une expérience du réel. Non, mais Attendez, moi, ne c'est pas parlez de pas mon tous en même expérience temps. dont C'est je la parle. réalité. Parlez du réel si vous voulez, mais pas Des tous en histoires. même temps. C'est pas de mon expérience dont je parle. Alors Camille laissez-moi raconter Froide-Vaumétry des voulait histoires. ajouter quelque chose. Non, je disais qu'on pourrait multiplier à l'infini les exemples et je vous Non, c'est rejoins pas des tous pour exemples. reconnaître que Non, mais les c'est pas des inégalités, exemples. les exemples, les des niveaux chiffres, de les... discours. Oui, voilà exactement. C'est pas la Je même suis bien chose. d'accord, c'est un niveau de discours. Ah bah On oui. peut envisager la question sous cet angle sociologique et on peut aussi... Non, on peut idéologique aussi aussi, on peut réfléchir. dire que c'est Politique, idéologique. moi, je suis Ou pas politique, si vous sociologue. préférez, Je suis mais pas on peut sociologue, oui, aussi sociologue. adopter ce point de vue du panorama que j'évoquais tout à l'heure pour essayer de comprendre le moment où nous sommes. Bien, le Voilà. moment où nous sommes, c'est aussi des femmes qui ne Oui, font mais pas de bonne articulation En entre la restant vie privée. obsédée et focalisée C'est pas- sur ces questions Non, d'inégalité. il faut arrêter Je de vous dire ai que les laissé- féministes je sont vous ai- obsédées. Mais je suis féministe. Pourquoi vous bon. voulez me mettre Nous en sommes porte-à-faux? féministes. Je ne connais pas de femme aujourd'hui qui ne se disent pas féministes. Vous êtes féministe, donc toutes les femmes sont moi, je féministes. suis Ah non, pas Vous vous. savez, toute Donc, l'Europe donc, est oui. féministe avec Oui, des maintenant, c'est indicateurs pour le inversé. gender mainstreaming, et c'est du management, on va dire, de la profession. Donc ça veut dire d'être féministe. Vous êtes féministe comment? Vous êtes réformiste,
féministe, vous êtes pour la politique des droits, vous vous situez où? Il y a plein de courants féministes. Vous avez, par exemple, cette vous allez manif avoir deux française, marches il faut le des 8 mars. étiquettes, il faut des badges, il faut des banderoles. Non, il y a des courants, c'est comme en philosophie, excusez-moi, c'est pas les étiquettes. Il va y avoir deux marches. Justement, dimanche, je peux vous dire que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes femmes. Ça, c'est terrible Elles parce que parlent c'est pas de la l'histoire même du chose. féminisme français. Non, c'est le féminisme international. Oui, si vous voulez excusez-moi. aussi, Ah bah non, oui, mais parce que le c'est féminisme terrible, français, c'est-à-dire il est piccolo, hein, donc quelquefois. Non, mais on peut défendre, et je crois que personne aujourd'hui ne défend le principe de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Non, mais Donc, il y a des féministes qui ont articulé des politiques Voilà. de différence, et Alors- ça ferait scandale en France. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que, effectivement, Marianne a raison, ou Mario a raison. C'est une question politique. C'est une question, ou peut-être. On verra. C'est une question politique. C'est-à-dire que, pour reprendre votre exemple, oui, les femmes, grâce au féminisme, ont accédé à tous les domaines masculins. Plus aucun ne leur est interdit, à part, je pense, d'être Alors, prêtre. moralité. Elles font la double journée de travail. Parce que d'un autre côté, les hommes n'ont pas investi les sphères Ah féminines. si, 2 heures par jour. Non, et pour des bonnes raisons. Pour des bonnes raisons. plus, Parce que les sphères Ils le font féminines, mal. qu'elles soient domestiques ou professionnelles, Alors, ça, faut arrêter de dire ça. qu'elles soient domestiques ou professionnelles, ne sont pas qualifiantes socialement. Tandis que les sphères masculines le sont. Voilà. Donc, c'est ça. Donc aujourd'hui, on sait qu'on n'avancera pas sur l'égalité professionnelle s'il n'y a pas d'avancée sur la prise en charge des questions domestiques, parentales, etc. Et là-dessus, rien ne change pour une raison très simple. C'est qu'il suffit que les garçons soient cool, sympas, et que de temps en temps, ils donnent un coup de main, C'est pas si mais que simple. ça ne touche non, pas la pas si répartition. simple. Et Non, pourquoi ne excusez-moi. peuvent-ils pas toucher à La la répartition? discrimination à l'égard Pour des une raison garçons, très elle simple. existe. Les stéréotypes Non, à l'égard des non, garçons, c'est que- ça ça, existe. C'est que l'organisation du C'est pas uniquement travail, les garçons l'organisation du travail continue de faire comme si les gens qui travaillaient n'avaient pas d'enfants à garder. Qui va garder les enfants? C'est toujours la même question. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que mécaniquement, les femmes sont moins disponibles, parce que c'est à elles que toujours échoue cette affaire, mécaniquement sont moins disponibles pour les carrières, pour les choses, etc. Ça, tout le monde le sait. Donc ça alimente les discriminations légitimes, je dirais, puisqu'on sait qu'il y a une répartition inégale des tâches et des statuts, donc un employeur, légitimement, va discriminer les femmes. Donc si on ne transforme pas l'organisation du travail, si on n'agit pas sur qu'est-ce que c'est qu'une vie familiale, si on n'agit pas, et plus loin que ça, sur l'idée qu'on se fait du féminin et du masculin en tant que différence implicitement hiérarchisée, si on n'agit pas là-dessus, on va en rester au discours très généreux de convergence des genres. Sauf que le discours sur la convergence... Non, mais non, parce que vous supposez qu'on puisse accéder à un monde au-delà du genre. Nous n'en sommes pas là. Le genre, c'est un rapport de pouvoir, comme la race. Les genres, enfin le genre, c'est un rapport de pouvoir, comme la race. Et s'il n'y a pas de conflictualité sur cette affaire, si on ne s'attaque pas politiquement aux affaires, il n'y a aucune raison que les choses aillent beaucoup plus vite. Et en aucune manière dans le reste du monde, parce que les conditions d'égalisation en 2085, ça suppose des conditions politiques. Et il n'y a pas tellement d'espace dans le monde où les conditions politiques sont réunies. On a beaucoup de chance de ce point de vue-là en Europe pour qu'il soit possible qu'il puisse y avoir des avancées de ce point de vue-là. Mais à la suite d'un certain nombre de conflictualités politiques qui aujourd'hui ne sont pas suffisantes. Dernier mot, Bérénice Levé, Non, après on avance. pas dernier mot, oui, mais justement, ça va Mais on y peut-être- reviendra, vous inquiétez pas, on Non, parle mais toujours de la même je chose. voudrais aller plus loin parce qu'il y a quand même une chose qui est absolument terrible, c'est qu'on a l'impression que les femmes n'ont qu'une obsession, c'est effectivement de rallier le marché du travail, l'économie, Ah ben, elles ont cette pas toujours le choix. absorption. Ah, c'est vrai que dans votre cette livre, elles ont absorption toujours le choix. de- Ça, j'ai remarqué. Laissez-la terminer. Non, mais je trouve que c'est quand même très Ça, elles veulent être appauvrissant comme vision. dépendantes, elles On aiment a être l'impression protégées, que elles n'ont pas les la travailler, seule égalité que nous poursuivons, c'est celle de pouvoir pénétrer la sphère professionnelle. Ah bah de pouvoir et gagner l'existence sa vie, humaine. ça, Et c'est justement, pas- Vaut mieux peut-être que le pénétrer, là, oui, féminin ça, c'est est vrai. porteur d'une tension et peut-être d'une idée de la vie qui ne serait pas réductible à la vie économique. Or, la question parlons des de femmes sexualité. aujourd'hui n'est posée que Non, c'est dans pas vrai. cet horizon. Mais Et pas je du trouve que tout. c'est Mais terriblement pas du appauvri. tout. Mais si vous connaissiez les courants féministes et leurs différents objectifs. Lorsqu'une femme travaille à temps partiel, excusez-moi. c'est nécessairement parce qu'elle serait victime Non, d'un laissons accès tomber au le mot marché. victime. Alors oui, que, mais c'est- d'après vous, ça peut être par goût. mais il le faudrait même se dire que justement
la Et vie les ne doit hommes. pas être entièrement Et pourquoi est-ce que vous absorbée n'attendez pas par... la même chose d'un homme? Mais oui, c'est Mais- hallucinant. Mais C'est parce que vous justement, avez une mais vision peut-être que nous, femmes, essentialisée nous de la aurions dû femme introduire traverse ce tout votre ouvrage, on va en modèle-là reparler. et rappeler que une vie n'était pas exclusivement à consacrer à la vie économique. Et qui a le de luxe passer du passage de l'économie raisonner C'est comme peut-être ça? un tout un Tenez, autre modèle vous de savez quoi? On va société. juste changer de sujet, vous allez voir, mais ça n'empêchera pas qu'on va revenir à tout passer ça. de l'économie à Il y en a qui s'inquiètent pour les garçons qui pourraient devenir le prochain sexe faible. L'échec scolaire ne cesse de croître chez les garçons depuis 20 ans. Ils sont pas contents. Les filles ne se sont pas contentées de les rattraper, elles les ont aujourd'hui dépassées, nous dit-on. Regardez.